C'est une question qui est très vaste et très difficile en même temps, parce qu'en quelques mots, c'est très difficile de résumer une vie de recherche, toute une vie de recherche. Je vais essayer de vous donner peut-être deux ou trois petits exemples. Un premier exemple concerne la transmutation nucléaire. La transmutation nucléaire, c'est la transformation d'isotopes radioactifs de très longue période, donc qui posent des problèmes de stockage à très long terme, en isotopes de plus courte période. J'ai commencé un projet de recherche sur ce sujet. C'était dans le cadre du CNRS, un projet commun CNRS-CEA. Et je suis arrivé très vite à la conclusion que ce problème n'avait pas de solution. Il n'avait pas de solution parce qu'on essayait de transmuter un certain nombre d'isotopes comme le neptunium qui ont une très longue vie, mais à côté de ça, on a une quantité beaucoup plus importante de plutonium. Et à l'époque où je travaillais, le plutonium, c'était un produit à la fois stratégique et prévu pour produire de l'énergie. Donc, il n'était pas question d'en parler en tant que déchet. J'ai fait un article aux États-Unis, et dans cet article, je dis que le plutonium est potentiellement un déchet radioactif. Évidemment, à l'époque, on était en pleine guerre froide. Donc, dire ça, c'était quelque chose, ça paraissait une énormité. Et j'ai écrit textuellement quand nous allons changer de stratégie et le plutonium va devenir un déchet radioactif. Et comme il y a des quantités extraordinaires de plutonium, il n'est pas question de faire de la transmutation de petites quantités en laissant cette grande quantité. J'ai présenté ces résultats dans une revue aux États-Unis qui s'appelle Radioactive Waste Management and the Nuclear Fuel Cycle. Et puis j'ai présenté dans un colloque au Brésil les conclusions. Et j'ai dit que c'était utopique de faire de la transmutation nucléaire. Voilà un exemple. Un deuxième exemple, c'est une méthode peut-être d'analyse par activation, par neutron rapide. J'ai développé une certaine façon de faire cette nouvelle façon de faire cette analyse. J'ai travaillé sur les radioactivités exotiques. On connaît très bien les radioactivités alpha, les radioactivités bêta, les radioactivités gamma. Nous avons travaillé sur les radioactivités protons, donc avec émission proton, ou les radioactivités de cluster, c'est-à-dire d'un ensemble de nucléons, comme du carbone 14. Donc le carbone 14, par exemple, était mis à partir du radium-223 par un processus de radioactivité et non pas de fission. Et tout ça, c'était publié dans le Physical Review, c'est dans les journaux les plus prestigieux. Bon, je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas le propos de notre discussion d'aujourd'hui. L'enseignement, en fait, j'ai toujours fait l'enseignement avec une idée maîtresse, c'est apprendre à mes étudiants à réfléchir et non pas seulement à leur donner des connaissances. J'estimais que pour donner des connaissances, n'importe quelle bibliothèque faisait beaucoup mieux que moi. Il fallait évidemment donner des connaissances, mais ce n'était pas l'essentiel. Je n'ai jamais considéré que donner des connaissances était l'essentiel de l'enseignement. L'essentiel de l'enseignement, c'est leur apprendre à réfléchir et leur apprendre à avoir l'esprit critique. C'est-à-dire leur apprendre, quand ils entendent quelque chose, de ne pas le prendre directement au premier degré, mais de réfléchir à ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et pour moi, il y a 4 niveaux. Le premier niveau,
c'est lire. Le deuxième niveau, c'est lire et apprendre. Le troisième niveau, et pour l'instant, lire et apprendre, on n'a rien fait. D'accord? Quelqu'un qui lit, qui apprend, pour moi, c'est quelqu'un qui mérite 3 sur 20. D'accord? Le premier stade, lire, apprendre, comprendre. Comprendre, c'est l'essentiel. Et ça veut dire réfléchir à ce qu'on est en train de lire. Et là, on a atteint le premier objectif. Et puis ensuite, lire, apprendre, comprendre et digérer. Et là, on en fait un savant. Donc, ça a été dans cet esprit-là que j'ai fait tout mon enseignement, en réfléchissant toujours à voix haute devant mes étudiants pour leur apprendre le mécanisme de réflexion. Il y a quelques années, j'ai pensé qu'un jeune aujourd'hui était vraiment mal à l'aise parce qu'il voit à l'avenir une sécheresse grandissante, il voit à venir une surpopulation. Une sécheresse grandissante et une surpopulation, ça veut dire plus de faim. Et imaginez quelqu'un qui a soif et imaginez quelqu'un qui a faim, pour moi, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer et à accepter. J'ai du mal à accepter cette idée-là. Donc, j'ai pensé que l'équation énergie, donc produire une énergie propre, apporter de l'eau dans des conditions raisonnables et acceptables, et à partir de l'eau, avoir la possibilité de faire de l'irrigation et régler le problème de la faim. Donc pour moi, l'énergie, l'eau et les problèmes de la faim sont 3 problèmes qui sont complètement liés. Et j'ai souhaité vraiment m'investir pendant cette période pour contribuer à les régler de façon satisfaisante. Voilà un petit peu ma motivation première. Alors, effectivement, aujourd'hui, il faut voir le monde dans lequel nous vivons, si on veut comprendre mes inventions, avec d'autres yeux. La plupart des gens vivent au milieu d'un monde qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils maîtrisent de moins en moins. Je ne parle pas des nouvelles technologies, je parle des choses beaucoup plus fondamentales. Et mon invention, justement, traite un problème de ce type, exactement de ce type. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je prends la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, nous vivons tous, partout il y a de la pression atmosphérique. Ici, dans cette chambre, nous sommes tous, dans ce bureau, nous sommes tous soumis à la pression atmosphérique. Bon. La pression atmosphérique est quelque chose d'inexistant pour nous. Pourtant, c'est quelque chose qui est fantastique, qui est formidable. Je vais vous donner un exemple très simple. Tout ce que je dis est facilement vérifiable sur Internet. Vous tapez, vous trouvez les valeurs que je vais vous donner. Donc, c'est très, très simple. À quoi est égale la pression atmosphérique? La pression atmosphérique, on dit, ça fait 1 bar. Et si je parle en pascal, ça fait 100 000 pascal ou 100 000 newtons par mètre carré. Bon, c'est le langage scientifique. On va essayer de traduire ça en langage un peu plus concret. 100 000 newtons par mètre carré,
Ça veut dire que si je prends 1 mètre carré de cette table, il s'exerce sur la surface de cette table une force générée par la pression atmosphérique qui est égale à 100 000 newtons, hein, parce qu'il s'agit de 100 000 newtons par mètre carré. 100 000 newtons, ça veut dire quoi en termes plus concrets pour nous? Chaque 10 newtons, ça fait l'équivalent d'1 kilogramme. Donc 100 000 newtons, ça fait l'équivalent de 10 tonnes. Donc la pression atmosphérique, c'est 10 tonnes par mètre carré. C'est quelque chose qui est vraiment fantastique, extraordinaire. Elle est due à quoi? Elle est due au fait qu'il y a une couche d'air qui exerce ce poids sur nous. Et l'idée, pour moi, c'est de dire, on a quelque chose qui est exceptionnel, qui est énorme. On ne le sent pas parce qu'on vit dedans. On est physiologiquement fabriqué pour vivre, pour être compressé par cette énorme pression atmosphérique. Maintenant, prenons le problème à l'envers. Et si on l'utilisait? Et si on parvenait à utiliser cette pression atmosphérique de façon positive en général, elle écrase. On va dire comment on va pouvoir l'utiliser de façon positive. Est-ce que vous pouvez imaginer prendre de l'eau dans la mer et la faire monter à 10 mètres d'altitude sans pompe? La plupart qui en disent non. Et si on utilisait la pression atmosphérique pour la faire monter? Ah oui, mais comment? Donc, l'idée de départ, c'est d'utiliser cette énorme force qui est exercée par la pression atmosphérique, on vient de voir qu'elle est énorme, de façon positive. Alors, donc voilà le premier paramètre. Alors, quand j'ai parlé de faire monter l'eau, en fait, qu'est-ce qui nous empêche de faire monter l'eau? Il y a les forces de pesanteur qui tirent vers le bas. Donc l'idée, c'est de dire, on va faire, les forces de pesanteur tirent vers le bas, on va s'arranger pour que la pression atmosphérique, elle tire vers le haut. Donc on va compenser la force qui est exercée par la pesanteur, par les forces exercées par la pression atmosphérique. On peut le faire. Comment? On va inverser le sens de la force qui est exercée par la pression atmosphérique. On a ici, sur cette table, une énorme pression atmosphérique. Je vais m'arranger pour que cette pression atmosphérique pousse. Mais aujourd'hui, elle pousse, mais elle est compensée par quelque chose qui vient en face l'arrêter. Qu'est-ce qui l'arrête? C'est la pression atmosphérique elle-même. Donc, elle se neutralise. Et si je l'empêchais de se neutraliser, comment je l'empêche de se neutraliser? Je crée du vide en haut. Donc, par rapport au vide, la pression atmosphérique maintenant exerce une force, et cette force qui pousse vers le haut. Donc, on a réglé le premier problème, qui est le problème de la force exercée par la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, elle pousse vers le haut, dans la mesure où on va voir techniquement après comment on va réaliser ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un réservoir. Ce réservoir doit être
compte tenu de ce qu'on vient de dire, très grand. Il va avoir, par exemple, plus de 10 mètres de hauteur. 10 mètres de hauteur, c'est l'équivalent de 3 étages. D'accord? Donc c'est quand même un réservoir très 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 important. Évidemment, on sait faire des réservoirs de ce type très facilement et avec la solidité nécessaire. On va le fermer en bas. On va le remplir, par exemple, d'eau de mer ou de l'eau qu'on veut. On va le remplir entièrement, puis on va le fermer. Donc, on a par exemple un réservoir de 12 mètres, ou 13 mètres, ou 14 mètres, rempli entièrement et fermé. On crée une communication avec une étendue d'eau. Par exemple, on crée une communication avec la mer. Cette communication est fermée. Bon. J'ouvre la communication entre le réservoir et la mer. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va passer, l'eau va descendre. De combien elle va descendre? Elle va descendre et se stabiliser à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, pourquoi? Parce que d'un côté, à la surface de la mer, j'ai la pression atmosphérique qui exerce ces fameux 10 tonnes par mètre carré, et les 10 mètres d'eau exercent de l'autre côté les 10 tonnes par mètre carré. Donc, on a créé du vide. Pas pratiquement, on a créé du vide sans utiliser ici de pompe à vide. On a un espace au-dessus. Et la pression maintenant atmosphérique, elle pousse l'eau et la maintient à une hauteur qui est de 10 mètres. Et maintenant, on aborde le deuxième aspect très très important, c'est l'aspect évaporation de l'eau. À quelle température l'eau va-t-elle bouillir? On va dire, tout le monde va dire à 100 degrés. Oui, à 100 degrés, mais à la pression atmosphérique. Mais plus la pression est haute au-dessus de la pression atmosphérique, plus la température d'ébullition va augmenter. Mais, à contrario, plus la pression est basse, plus la température d'ébullition va être faible. Donc, comme on a créé un vide au-dessus de l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau qui est dans le réservoir est à la température d'ébullition. Donc, l'eau va s'évaporer et va remplir l'espace vide du réservoir. Et maintenant, j'ai un équilibre. D'un côté, j'ai la pression atmosphérique qui me crée l'équilibre. De l'autre côté, j'ai le réservoir avec ses 10 mètres d'eau. Et au-dessus de ces 10 mètres d'eau, il y a, selon la température de l'eau que j'utilise, ici c'est l'eau de mer, mais ça peut être une autre eau, selon la température, la pression de la vapeur qui est au-dessus de l'eau du réservoir est différente, comme j'ai dit, selon la température de l'eau de mer. Supposons maintenant qu'on extrait, qu'on condense cette vapeur ou qu'on extrait cette vapeur. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut, pour comprendre ce qui va se passer, il faut donner des ordres de grandeur, quelques ordres de grandeur. Pour évaporer 1 kg d'eau,
on a besoin, à basse température, d'environ 2,5 millions de joules. Donc, évaporer l'eau demande beaucoup d'énergie. Ça veut dire que quand l'eau s'évapore, l'eau qui se trouve surtout vers la surface va se refroidir. Et en se refroidissant, le mécanisme, évidemment, va se ralentir beaucoup parce que on ne peut plus apporter assez vite de l'énergie à la surface de l'eau pour qu'elle continue à s'évaporer. Donc, si on évacue la vapeur qui est au-dessus, on a un dégagement de chaleur, mais très lent. En général, on injecte de la chaleur, etc. La proposition que je fais consiste à continuer l'évaporation sans injecter de chaleur. Et c'est là que le phénomène devient intéressant. Si j'enlève de la vapeur, premier résultat, c'est quoi? Par quelque procédé que ce soit. Si j'enlève de la vapeur, le premier résultat, c'est que une petite au moins quantité d'eau va s'évaporer, même si c'est lentement. Est-ce que le niveau d'eau va baisser? En négligeant les différences de température, l'eau d'eau ne va pas baisser parce que ce que j'ai enlevé à cause de la pression atmosphérique va être immédiatement remplacé. Donc, vous voyez le phénomène d'inverser, ça veut dire qu'on crée une force qui remplace continuellement l'eau qu'on retire du haut du réservoir. Donc, je réponds à la question de tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire monter l'eau de 10 mètres sans utiliser de pompe? La réponse est oui, on peut, grâce à cette nouvelle logique. Maintenant, on se heurte au deuxième problème, qui est aussi complexe, aussi difficile. Comment faire pour que ça ne soit pas un phénomène anecdotique? C'est-à-dire, si on veut faire du dessalement, si on veut produire de l'énergie, il faut des grandes quantités. On n'est pas dans les toutes petites quantités. Donc, comment je peux entretenir le phénomène et l'empêcher de s'arrêter ou de devenir marginal? J'évacue instantanément l'eau de la surface. Et l'évacuation de l'eau de la surface se fait de façon très simple, puisque on transforme l'énergie potentielle que possède l'eau à 10 mètres d'altitude en énergie de pression grâce à la pesanteur. Et il nous faut juste compenser les forces de frottement qui s'exercent à l'intérieur de l'eau, et les forces de frottement qui s'exercent à l'intérieur de l'eau sont vraiment négligeables par rapport à la quantité de chaleur qu'on a récupérée pour l'évaporation, qui est de 2,5 millions de joules par kilogramme. Si l'eau qui est à la surface se refroidit, le problème c'est qu'elle a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir se réchauffer à partir de l'intérieur du réservoir. Le mécanisme est très lent. Si j'enlève la partie qui est refroidie, elle est remplacée par quoi? Elle est remplacée par une partie qui est chaude, donc qui peut instantanément, c'est un phénomène très violent. L'évaporation sous vide est un phénomène très violent, mais il peut s'arrêter très vite
on parle en secondes. Hein. On a un phénomène très violent pendant une fraction de seconde, mais dès qu'il manque d'énergie pour créer l'évaporation, je répète encore, 2,5 environ millions de joules par kilogramme. Donc, faire amener des quantités d'énergie de cet ordre-là naturellement vers la surface est impossible. Par contre, si j'évacue l'eau de la surface, l'eau qui s'est refroidie s'en va et le mécanisme va s'entretenir. Donc je produis de la vapeur qui coûte normalement en énergie 2,5 millions de joules par kilogramme. Je la produis à partir de l'eau de la mer sans apport d'énergie. Évidemment, c'est quelque chose qui est fantastique. C'est quelque chose qui est extraordinaire parce que on produit de l'énergie avec directement l'énergie qui est contenue dans l'eau sous forme de chaleur. Et le fait que j'enlève systématiquement de la vapeur de la surface va entretenir ce mécanisme qui va rester. J'aurai donc en continu un mécanisme très violent d'évaporation avec évacuation. Et là, on peut faire ensuite ce qu'on veut avec cette vapeur. On a récupéré par kilogramme d'eau évaporée 2,5 millions de joules. Supposons que j'évapore 1 kg par seconde, ce qui est négligeable, c'est l'équivalent de 2,5 millions de 2,5 millions de watts par kilogramme. Je produis 2,5 millions de watts par kilogramme. Bon, vous voyez très bien qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont loin d'être négligeables. Ici, on n'est pas en train de parler comme on le fait, par exemple, dans toutes les instances d'énergie de transition. On est en train de parler de l'énergie de l'avenir. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'engager des sommes énormes pour sortir de la pollution et rentrer dans l'énergie de transition. On est directement dans l'étape suivante. On est directement dans la production de l'énergie à partir de l'eau. Évidemment, c'est le principe de la production d'énergie à partir de l'eau. Et ensuite, il faut exploiter l'énergie qui est produite. Bon, si directement on condense la vapeur, on a, à partir de l'eau de mer, de l'eau dessalée à un coût qui est très, très, très faible. Voilà le principe de cette méthode de production. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut des réacteurs, une sorte de réacteur à eau. Au lieu d'avoir des réacteurs nucléaires, il suffit d'avoir des usines à production de l'énergie à partir de l'eau. Et voilà une avancée déterminante pour l'avenir. Je dirais que cette nouvelle technologie doit être particulièrement portée par les jeunes. Si les jeunes ne veulent pas demain, comme c'est le cas de pollution, s'ils ne veulent pas de
exorbitants pour régler les problèmes de la sécheresse et les problèmes de la faim. Voilà une première proposition que je fais qui est extrêmement intéressante et qui règle un très grand nombre de problèmes. Donc, je pense que les jeunes aujourd'hui sont suffisamment conscients de difficultés qui peuvent les attendre, qui ne vont sûrement pas hésiter une seule seconde à vouloir porter cette nouvelle invention qui va apporter beaucoup de travail, qui va apporter beaucoup d'espoir, je l'espère, et beaucoup d'éléments positifs pour l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes prêts à faire, avec cette invention, du dessalement. Nous sommes prêts à construire une usine de production d'énergie. Donc, du point de vue technologique, nous avons tous les éléments. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes technologiques à manipuler, mais tout est faisable, c'est sûr. J'espère que ce que j'ai dit a apporté un éclairage. Donc, maintenant, concrètement, comment on va faire, comment on va réaliser ça? Il y a une première étape qui devrait être très rapide, c'est le prototype. Mais je dirais que normalement, je peux voir que dans un an, si on a les possibilités, on est en train de produire de l'énergie à grande échelle avec notre technologie.